Bien, retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Si vous venez nous rejoindre, sachez qu'on essaye de décrypter de manière, encore une fois, à la lumière des informations dont nous disposons aujourd'hui. On va parler aussi de la manière avec laquelle la communication s'est faite autour de tout ça et du manque de communication aussi, en revenant de manière factuelle sur tous les éléments qui ont été transmis, sur les rumeurs, sur les photos qui ont été aussi postées sur les réseaux sociaux et qui ont provoqué, on va dire, énormément de réactions de la part des gens. Et ce qui est tout à fait normal, on verra, la nature a horreur du vide. Et lorsque l'information n'est pas là, on essaye de la chercher et de la distiller. Avant qu'on y arrive, on était en train de parler des infrastructures qui étaient présentes. Vous êtes tous d'accord pour dire que les infrastructures ont évolué, que ce qu'on a vu sur les images satellites montre l'ampleur et que la circulation a été pensée. Il y a des gens qui nous demandent les causes véritables. Aujourd'hui, les causes véritables, à la lumière de ce que vous dites, à part d'un mouvement de contreflux, et encore une fois, à la lumière des informations qui sont vérifiées aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront par la suite. Je crois qu'il y a matière à améliorer certaines choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles technologies qui permettent de prévoir même l'arrivée de ces cas spéciaux. Et je crois qu'il est temps de prendre le problème au sérieux, que ce soit au niveau national ou au niveau saoudien. D'autant plus que aujourd'hui, le grand problème au niveau marocain, c'est surtout le manque d'informations, c'est le peu d'informations qu'on a à propos de nos victimes, aussi à propos de... On a énormément de gens qu'on compte parmi les disparus. Comment se fait-il aujourd'hui, puisque nous avons des badges, nous avons des éléments pour pouvoir identifier ces personnes assez rapidement. Donc, je crois qu'il y a énormément de choses à faire et énormément de choses à améliorer. C'est un processus qui a commencé il y a 1400 ans et je crois que ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Alors juste, on finit sur les infrastructures. Après, on va parler de la communication parce que c'est là où les gens se posent énormément de questions. Bon, alors beaucoup de gens se posent les questions véritables sur ce qui a été la cause. Et à l'analyse des événements, il y a eu aussi quelques petites polémiques par rapport à des portes qu'on aurait fermées, par rapport à je ne sais plus qui. Encore une fois, aucune information vérifiée officielle aujourd'hui. Alors, mais ce qu'on peut vérifier, c'est que, en tous les cas, tout le monde a bien pu voir le schéma qu'on a projeté et qui montre très clairement qu'il n'y a aucune porte. Cette avenue de 204, elle arrive directement vers le Jamarat. Il n'y a aucune obturation, aucune porte n'est sur l'itinéraire. Vous l'avez bien vu. Par contre, si elle rencontre un contreflux humain, c'est la seule et unique véritable barrière. Et qui est une barrière largement suffisante, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que Minen. Minen, c'est plusieurs millions de gens concentrés entre eux. Donc n'importe quel événement prend une ampleur colossale. Il faut pouvoir gérer tout ça. Maintenant, les améliorations, et à mon sens, il n'y a que cette cause, c'est-à-dire la rencontre d'un autre groupe qui a décidé, pour une raison X, une raison de fatigue ou d'imprudence ou de non-respect de consignes, de revenir par le même chemin au lieu de faire la boucle périphérique. Question toute naïve. Est-ce qu'il y a un moyen, je veux dire, à partir de moment, comment on va capitaliser sur un drame pareil? Est-ce qu'il y a moyen, dans un cas futur, si ça arrive encore, de réagir? C'est là la question que se posent les gens, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on revient à avoir un contreflux, est-ce que... Des pistes d'amélioration peuvent être celles-ci. Aujourd'hui, avec de la caméra surveillance bien pointue en temps réel, nous pouvons gérer de voir arriver un contreflux, de voir arriver une colonne humaine et d'être très réactif. Il y a aujourd'hui des systèmes de gyrophares qui ordonne aux gens de s'arrêter de marcher. C'est-à-dire qu'on va immobiliser les colonnes humaines et ne pas leur permettre de rentrer en collision. Il y a aujourd'hui la réflexion de réfléchir à des panneaux d'ouverture comme les systèmes de barres anti-panique où vous faites sauter des panneaux latéraux et qui vous permettent d'aller sur une voie périphérique de dégagement, même si elle ne fait que 2 ou 3 mètres. Une zone de dilatation et on retrouverait ces panneaux d'ouverture où on pousserait, comme les principes des barres anti-panique, où on pousserait latéralement, on en retrouverait tous les 100 mètres. Il y a plusieurs pistes d'amélioration qui aujourd'hui
vont peut-être être, j'espère comme l'ont été tous les drames de l'histoire du monde, que ça sera l'occasion de réagir et de réfléchir à une amélioration, parce que la sécurité est toujours appelée à être améliorée. Il n'y a aucun système qui est infaillible, surtout quand il est utilisé par l'humain, parce que l'humain est la faiblesse elle-même du maillon. Et donc, c'est ça, ce sont ça les améliorations. Après, il faudrait peut-être aussi travailler sur l'humain, former les gens, être plus strict sur les consignes, quitte à punir les gens par des amendes ou par le fidia ou autre, les gens qui ne respecteraient pas les consignes. On est dans quelque chose de haute voltige et où la consigne et le respect de la consigne sont fondamentaux. Donc, il y a des études très sérieuses qui ont été menées, qui ont été faites dans le cadre d'universités. J'en cite une, notamment une de Hannah Bosley et John Drury. On fait une étude complète sur les phénomènes de foule. Et ils sont, en gros, in fine, ils disent que la foule, il faut considérer aussi bien les moyens et les infrastructures qui permettent de drainer la foule, mais en même temps ne pas dégager l'humain, comme ce que vous avez dit, pour voir de quelle manière la gérer. On regarde un petit reportage et après on continuera sur la communication. Et là, Anes Filali trépigne sur son siège parce qu'il a envie d'en parler, de voir de quelle manière les nouvelles se sont répandues sur les réseaux sociaux. Le pèlerinage à la Mecque, le rendez-vous annuel des musulmans du monde. Cette année, plus de 2 millions de fidèles se sont rendus en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les pèlerins proviennent d'environ 180 pays. Pour ce qui est de leur nombre, il est défini par l'Arabie Saoudite qui accorde à chaque pays musulman un quota équivalent à 1% de sa population. En 2014, l'Indonésie a été placée en tête avec 160 000 pèlerins, suivi du Pakistan avec 140 000 pèlerins. 120 000 Indiens ont effectué le Hajj, 80 000 Turcs, 60 000 Égyptiens et 30 000 Algériens. Vient après le Maroc avec quelques 20 000 pèlerins, puis la France, le Niger, le Mali et enfin la Tunisie. Depuis 2013, Riyad a réduit de 20% le nombre de pèlerins étrangers autorisés à se rendre à la Mecque pour cause les travaux en cours à la grande mosquée. La capacité de l'édifice doit être portée à 2,2 millions. La construction de projets hôteliers et d'équipements urbains accompagne ce grand chantier. Chaque année, plusieurs hôtels sont détruits et d'autres construits avec des équipements de luxe et de vastes salles de prière. Les projets d'expansion du premier lieu saint de l'islam comprend 5 nouvelles parties. Au programme, l'agrandissement de la grande mosquée de la Mecque, la construction de cours, de tunnels et de bâtiments pour des installations de services et du premier périphérique routier. Depuis les années 50, l'Arabie Saoudite aurait investi quelques 100 milliards de dollars en infrastructure. Bien, ce reportage permet d'illustrer finalement tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en termes d'amélioration des infrastructures qui ont été mises en place par les autorités saoudiennes. Ce qui aujourd'hui est intéressant de souligner, c'est la manière avec laquelle ce drame a été relayé. Et c'est là où beaucoup de téléspectateurs se posent la question sur la manière avec laquelle tout ceci a été géré localement et au niveau des autorités saoudiennes. Alors localement, il y a aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur la chronologie. 24 septembre, jour de ce drame. Le même jour, Sa Majesté envoie ses condoléances. Un communiqué de l'ambassade du Maroc à Riyad ne déplore aucun mort. Je cite encore une fois l'ambassade du Maroc à Riyad. Le 25 septembre, donc le lendemain, communiqué de l'ambassade du Maroc à Riyad et qui précise que la supervision de l'enquête et d'identification sera menée par M. Boussaïd, le ministre des Finances, qui préside la délégation officielle d'El Hajj, et ce sous les instructions de Sa Majesté. Le 26, communiqué du Palais Royal nous donnant un premier bilan de 3 morts, 6 blessés. À ce moment-là, le 28 septembre, donc aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères fait état de 5 morts et 8 blessés. Ça, c'est en réponse à des téléspectateurs qui nous posent la question aujourd'hui de savoir quel est le bilan officiel aujourd'hui. Le bilan officiel est de 5 morts, 8 blessés et 34 disparus. Et vous pouvez aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.ma. Une liste a été publiée à cet effet. Alors, là, j'ai voulu, pour remettre vraiment en perspective la chronologie et être clair, il y a eu des premiers chiffres qui ont été donnés le jour même du drame, de 85 morts, je répète encore une fois, qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. On a essayé toute la journée de retrouver les chiffres. Ça a été très dur, beaucoup de pages avaient disparu. Je ne vous le cache pas par rapport à ce chiffre-là, en essayant de trouver l'origine de ce chiffre.
Anas Filali, les réseaux sociaux, encore une fois, s'ils n'étaient approuvés, ont montré la manière avec laquelle soit des fausses informations, mais encore une fois, qui peuvent être compréhensibles, sont relayées. Alors, on est en 2015. Hein. Aujourd'hui, le média digital s'est interposé comme le média de prédilection pour avoir une information rapide. Mais j'ajouterai une information rapide, non crédible jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut ne pas croire tout ce qu'on lit jusqu'à ce qu'il y ait une source crédible. On a vu dès le départ qu'il y a eu un cheminement, on est passé de 200 victimes, puis on est arrivé à 500, 700. Et dès le début, on a vu des cas qui sont très désolants. Mais avant, je voudrais reprendre le premier cas qu'on a vu, c'est la vidéo initiale où on a eu le premier accrochage. Et c'est vrai que c'est très désolant, c'est très fort comme vidéo. C'est très désolant. On n'a pas voulu passer les images. Bien sûr. Ni les images de personnes décédées, ni les images qui ont comporté. C'est un choix qu'on a fait parce que, justement, des personnes sont encore en train d'attendre des nouvelles de leurs proches. Et nous trouvions ça indécent. Et d'ailleurs, on va parler de la défense de ces images sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, par quel droit on se pose aujourd'hui? Par quel droit on se permet de diffuser ces vidéos? D'autant plus que sur des réseaux sociaux, on a la possibilité de flouter les visages. C'est des personnes à part entière qui ont été victimes dans un accident donné. Et je crois qu'il faut respecter leur intimité jusqu'à ce que lumière soit faite sur cela. Et dans un cas de tout accident, qui soit aussi grave qu'il est, on n'a pas le droit quand même de diffuser les images très touchantes, à la fois pour la famille des victimes, mais aussi pour les victimes elles-mêmes. Donc, il y a eu cette première vidéo. Deuxième, on a eu la deuxième, on a vu une ouverture au fait d'un grillage qui était d'un portail à côté. Ça a permis la sortie, peut-être ça a même aggravé l'événement. On n'en est pas sûr, mais on a vu qu'il y a eu une masse humaine énorme qui passait par ce portail et on voyait les gens allongés par terre qui suffoquaient et tout ça. Maintenant, ce qui était à côté, là, on est dans la limite du crédible. À côté, on a vu des cas extrêmement graves où on a colporté certaines informations. Et le problème qui se pose, c'est qu'aucun média qui se respecte n'a diffusé ces images-là. Comme quoi, il y a eu un passage d'une personnalité saoudienne qui a causé cela. Aucun média qui se respecte, encore une fois. Tous ceux où j'ai vu cette information n'ont une source de crédibilité, parce que ce n'est même pas des médias connus. De toute façon, à l'analyse des photos qu'on vient de voir, on a bien constaté tous ensemble que l'histoire d'une porte fermée n'existait pas, qu'une personnalité ou une autre n'aurait en rien du tout dérangé l'arrivée des flux ou autres. Les gens qui connaissent cet endroit le savent parfaitement. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est certainement l'un des moyens les plus rapides pour annoncer un événement, mais c'est en même temps l'un des moins fiables. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et ça permet à tout le monde d'envoyer des informations. Ceux qui envoient le plus rapidement, il y a des amateurs et des gens qui aiment faire le buzz, donc ils vont même à la pêche d'images. Maintenant, ce qui se pose, ce qu'on a aussi comme problème, la réalité, au fait, c'est que les gens sont en attente d'une information. C'est un événement extrêmement tragique. On a pris connaissance qu'il existe et les gens ont envie de savoir. Tous, on a quelqu'un dans la famille, un ami ou un proche qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite pour le Hajj, et on a envie de savoir qui c'est. Il y a des rumeurs à droite et à gauche, donc je crois qu'il y a une part de responsabilité extrêmement importante aujourd'hui des officiels marocains qui devaient au moins se dire, voilà, on va devoir donner ces informations, créer aussi des sources d'informations fiables, des relais, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, si les partis politiques se sont bien positionnés sur les réseaux sociaux, le gouvernement ainsi que les instances marocaines ont des médias, ont des supports qui sont très faibles en matière de volume et de visibilité. Aujourd'hui, une grande partie des Marocains ne connaissent pas le site diplomatie.ma ou celui de Habous. Donc, au lieu d'aller chercher de l'information, bien sûr, ils se réfèrent à des journalistes sérieux, le plus souvent, mais aussi on a à côté des gens qui cherchent pour des raisons données, à avoir plus de likes sur des réseaux sociaux, donner l'impression qu'ils sont au courant de tout. Et je trouve cela très, très dommage. Mais aussi, il y a une part de responsabilité aussi. On ne peut pas reprocher cela aux citoyens.
Il faut être responsable. On a eu des crises énormes au Maroc, comme à l'étranger, et on a du mal à gérer nos crises, il faut le dire aujourd'hui, et de le faire d'une manière très responsable. On n'a pas vu de téléphone, disons, à 2 numéros où les gens peuvent appeler pour avoir des informations à propos de leur famille. Au moins une approche psychologique. Ça a été donné aujourd'hui. Ça a été donné aujourd'hui. Vous savez ce qui est plus difficile, Faisal, dans une attente pareille? C'est qu'on ne compte pas seulement les minutes, mais aussi les secondes. C'est une attente extrêmement difficile. Je le répète, donc, je l'ai vécu et je me rappelle chaque seconde. 4 jours, c'est extrêmement lent. Et au moins une approche psychologique. Hein. Les gens ont rigolé auparavant quand on a un accident d'avion dans les pays qui ont ces gestions de crise. Ils mettent en place des psychologues, des psychiatres en train de leur parler. Maintenant, on a besoin d'informations en premier. Deuxième, une gestion, une approche qui est humainement profonde et responsable. Alors, Omar Sabri, Sa Majesté a donné ses instructions pour gérer la crise. Est-ce qu'après, sur le terrain, ici, chez nous, ça a été géré? Je vous pose la question, pris le relais par les politiques. Et vous, en tant que Fédération des agences de voyage, est-ce que vous avez des stress tests? Je parle ça en présence de Younes Aya, parce que ces exercices de communication de crise, est-ce que vous êtes préparés, vous, agences de voyage? Parce que j'imagine que les proches des pèlerins ont dû s'adresser en premier lieu, s'ils n'arrivent pas à avoir des informations de la part des officiels, des autorités, eh ben, ils vont voir l'agence de voyage. Heureusement aujourd'hui que les moyens de communication ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années, donc tout le monde dispose d'un téléphone, donc d'autant plus chaque agence de voyage communique les numéros de téléphone des accompagnateurs et des encadrants qui accompagnent les groupes, ce qui fait qu'il est plus facile d'avoir des informations et d'obtenir des informations en Arabie Saoudite. Donc ça a été le cas d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui n'avaient pas d'informations de leurs proches. Ils ont contacté soit les encadrants de l'agence de voyage et ils ont quand même pu obtenir les informations qu'ils recherchaient. Quand il s'agit d'un cas, quand le décès n'est pas, c'est-à-dire heureusement, prononcé, donc la personne est portée disparue, donc on dit tiens, telle personne est disparue, mais heureusement aujourd'hui, donc on dénombre pas un nombre très important jusqu'à valeur aujourd'hui de victimes, donc on a quelques disparus qui ne sont pas encore là. Blessés, 34 portés disparus. Non, c'est-à-dire par rapport aux chiffres qui ont été annoncés, donc je relativise. Parce qu'il y avait, on avait parce annoncé. Que quand on parle de 87 et qu'on parle de 5, 87, mais qui en a parlé? Voilà. Maintenant, Dieu merci. Personne ne prend cette responsabilité. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est aujourd'hui, vous, agence de voyage, est-ce que vous avez des mesures prévues? Encore une fois, je pose la question à Younes Aya aussi. Vous organisez ce genre d'exercice lorsque vous devez assurer un risque industriel. Ça, c'est pareil, on peut assimiler ça à un risque industriel chez une agence de voyage. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont anticipées? On se dit, s'il y a un problème, mais que ça soit aujourd'hui ou ailleurs. Il y a des techniques dans l'industrie ou dans le monde du travail, dans le monde de la sécurité et la sûreté, qui sont tout à fait exportables à ce genre de rassemblement. Le fait de créer ou d'organiser des... Là, je parle vraiment des agences qui sont le vis-à-vis des aujourd'hui, donc, devant proches. chaque campement, aujourd'hui, devant chaque campement, Amina, par exemple, parce que tout le monde est descendu un cas aujourd'hui, les 2 derniers jours, donc il y avait une liste de toutes les personnes qui étaient portées disparues. Un recensement. Voilà, un recensement qui a été fait, parce que c'est facile de gérer ça. Le nombre des pèlerins est connu. Donc chaque agence peut comptabiliser ces pèlerins à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est porté disparu. Donc il est mentionné. Le nom de la personne est transmis aux officiels marocains qui sont sur place pour suivre, pour prendre le relais par la suite. Ça a été fait dès le départ, voilà, ça a dès été la fait première dès le journée. départ. Oui, dès le premier jour. Dès le premier jour. Le jour de l'Aïd, donc j'ai essayé de joindre mes amis agents de voyage qui sont sur place. Donc ils étaient occupés et pris. Le lendemain, j'ai pu en avoir quelques-uns parce qu'ils étaient pris donc par ce drame. Donc ils étaient en train de comptabiliser les personnes qui manquaient à l'appel, donc voilà, et établir des listes. Ils ont même affiché les noms des pèlerins devant chaque campement, voilà. Pour telle agence, il y a un X qui manque, Y qui manque, et ainsi de suite. Voilà. 4 jours d'attente, je trouve que c'est extrêmement lent. Vous dites que ça a été transmis aux autorités marocaines qui sont au niveau local. Aujourd'hui, la technologie ne permet pas d'être en retard. 4 jours, c'est extrêmement lent.
pouvait faire une situation qui a été réalisée dans plusieurs pays. Un site web où on met la liste des personnes portées disparues et on lance Le problème, c'est le travail sur le terrain. Le problème, c'est la gestion des cadavres et puis les identifications nécessaires pour remonter cette information. On reste dans le cas de suspicion. Ce site qui devrait être officiel, géré par des officiels, seuls ces officiels-là, sans habilité à mettre de l'information ou la supprimer ou de dire qu'on a retrouvé cette personne-là. Ce qui me tracasse, c'est 34 portées disparues. Portées disparues, ça veut tout dire et en même temps rien du tout. Parce que peut-être qu'il y a des idées à explorer. Peut-être que on pourrait penser, je sais que la plupart des Hajj perdent des fois leur téléphone portable, leur badge aussi, leur badge, mais on peut prévoir une puce de géolocalisation sur chaque Hajj et ne plus avoir de portée disparue. C'est incroyable d'avoir un portée disparue. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont sous une insolation terrible et qui perdent tout repère et qui marchent des jours entiers jusqu'à finir quelque part et ils ne se rappellent plus de rien. Il paraît qu'il y en a de... vous savez, voilà, je peux rajouter, si tu permets, c'est que il y a des personnes, les années précédentes, qui perdent leur badge et qu'on n'arrive plus à retrouver pendant 3-4 jours parce que la personne n'arrive pas à retrouver son campement, le campement, le carré où il est logé. Parce que tous les carrés se ressemblent, toutes les rues se ressemblent. Il suffit que la personne soit illettrée, chose qui existe aujourd'hui encore, malheureusement, et elle a du mal à retrouver, donc elle a un problème de communication, surtout quand il s'agit des gens qui viennent du Sud, qui ne parlent ni l'arabe, ni qui parlent que le berbère, des fois c'est un problème. D'autant plus, je rajouterai que j'ai vu aujourd'hui la liste de certaines personnes donc, qui ont été transférées vers des hôpitaux. Les hôpitaux, on a annoncé des hôpitaux à Jeddah, des hôpitaux à Taïf, des hôpitaux à Riyad, des hôpitaux à Mecca. Donc ils ont été dispatchés sur pas mal d'hôpitaux, ce qui fait que ce n'est pas évident. Il y a eu un dispatch et là il faut aller chercher. C'est pas évident de gérer et d'arriver à localiser tel. Revenons à la communication parce que bon, il y a les explications, je pense que depuis le début de l'émission, on a bien compris, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue organisation, les problèmes liés à l'identification. Est-ce que ça dédouane le fait qu'on n'ait pas... tout ça, ça s'explique, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Tout ça, ça se transmet. Tout ça, ça s'explique. Est-ce qu'il fallait faire ça, justement, dès le jour du drame? Est-ce que, là, on va revenir à la communication de crise? Est-ce qu'on doit prendre des leçons? C'est le titre de cette émission, les leçons de ce drame, que ça soit en Arabie Saoudite ou que ça soit chez nous, en termes de communication, de crise, de savoir rassurer, parler aux gens, si ce n'est rassurer, au moins dire on est au boulot, on est en train de faire des choses. Pourquoi on a besoin de communication de crise? On ne doit plus se poser cette question, on doit gérer cela d'une manière professionnelle. Parce que, regardez ce qui s'est passé. On a eu une journée où on a vu un chiffre extraordinaire qui racontait qu'il y a eu 85 victimes marocaines. Alors que ce chiffre n'est vérifiable infondé. On le répète encore une fois. Même sur certains médias qui se respectent, quand même, qui ont relayé l'information, aujourd'hui, ils ont supprimé cette information sur leur site. Et les preuves existent. Maintenant, il y a une part de responsabilité, je ne dirais pas de la part de ces médias ou des gens qui y croient. C'est parce qu'on a laissé diffuser la communication hors du vide. Donc on a laissé pendant une période, un moment de vide où on n'a pas donné l'information. On pouvait la donner parce qu'on a un recensement. On a aussi un décompte précis de nombre de Marocains qui sont sur place. La journée, en fin de journée, on peut dire, annoncer un chiffre. On a 30, 50, 40 personnes disparues. On est en train de les rechercher activement. Et on fait tout le nécessaire. Maintenant, les communiqués de presse, c'est bien, mais ça a quel impact? Ça n'a ni image, ça n'a pas cet impact visuel dont les internautes ont besoin aujourd'hui. Non, ils ne veulent plus lire, ils veulent voir. Et en voyant, par exemple, le responsable disons, marocain sur place prendre la parole en disant, voilà, nous suspectons que nous avons 60, 50 personnes et nous allons contacter leurs familles. Ces choses-là rassurent. Et on ne va pas croire à un oui-dire aujourd'hui qui est quelqu'un qui nous raconte qu'on a 85 victimes. Mais pour reprendre un peu autour de ce que tu dis, mon cher ami, quand on parle de communication de crise, d'abord, qui communique?
Et envers qui? C'est un niveau de responsabilité qu'il faut mettre en place. Au niveau des responsables marocains, par exemple, qui auraient dû communiquer ou qui a communiqué ou pas. D'abord, la communication de crise, c'est quelque chose qui se prépare en amont, à froid. Ouais. On désigne quelqu'un, on désigne une cellule. Sa Majesté a désigné M. Boussaïd. Ça, c'était clair et net. Qu'est-ce qu'elle va dire, à qui et à qui elle s'adresse? Forcément aux gens inquiets au Maroc, obligatoirement. Et apporter un maximum d'informations, ou alors de la quiétude, ou alors une tranquillisation sur un process qui va être suivi pour apporter rapidement des informations qui vont expliquer. La communication de crise en Arabie Saoudite aurait dû d'abord, ou elle l'a peut-être fait, expliquer l'événement, puisque eux reçoivent des doléances de la planète entière pour leur dire où sont nos morts, vous avez fait ça, vous avez fait exprès, vous avez commis des manquements quelconques, etc. Donc eux d'abord doivent sortir très vite et dire voici ce qui s'est passé, en montrant des schémas comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, en expliquant, en écartant les fausses hypothèses. Comment se fait-il qu'en Turquie, on a les identités des personnes décédées hier, avant-hier? Peut-être que les personnes en Turquie, d'abord, je pense ils ont pas beaucoup de victimes. Et si ils ont pu avoir la chance de checker rapidement 2-3 morts et de faire le recensement dont on parlait et avoir tout le monde qui est présent, c'est un coup de chance, ils peuvent tout de suite communiquer, dire sur les X milliers que nous avons, nous n'avons que 3 victimes et les voici. C'est vraiment ça. Ce matin, je lisais sur certains journaux que M. Boussaïd, donc, qui est chargé par Sa Majesté pour faire la lumière un petit peu sur ce drame, qui disent qu'il a eu du mal à avoir toutes les informations auprès des autorités saoudiennes. Communiqué officiel, c'est accès aux morgues difficile. Ça, c'est le communiqué officiel. Ça, c'est un problème aussi. Donc, il faut le prendre en considération. Aujourd'hui, je crois qu'au Maroc, nous n'avons pas appris des leçons qu'on a vécues. On a eu Tintin, on a eu des morts, on a eu des accidents de route. On n'a jamais mis réellement une approche de gestion de crise, de communication qui est aujourd'hui une obligation indiscutable. Il y a un devoir auprès de la nation, auprès des citoyens marocains, qu'il faut informer et expliquer. Parce que sinon, il y a des gens à côté qui sont prêts à donner la mauvaise information et la tirer les ficelles derrière. Parce qu'on a vu des images qui sont des pelleteuses, par exemple. Très rapidement, il nous reste que vraiment à peine 2 minutes. Ces images indécentes qui ont été diffusées, qui sont insupportables, avec les images des morts. Et à côté, on a eu des images des gens vivants, parce que les gens étaient tellement désespérés qu'ils voulaient avoir des appels à témoins, mais qui sont faits de manière tout à fait indépendante par la société civile. Ça joue son rôle, les réseaux sociaux. Je vais demander à mes citoyens, un peu à toute âme consciente, un peu dans ce monde, de ne pas diffuser, surtout les visages des personnes. On peut montrer d'autres, de relayer certaines choses, mais rester dans la décence humaine. Et je crois que ce qui peut arriver à quelqu'un peut nous arriver le lendemain. On n'a pas envie de se retrouver avec le corps déchiqueté devant les caméras du monde entier. Maintenant, on ne peut pas leur reprocher cela. J'ai bien envie que tous les Marocains prennent le soin de vérifier qu'un média est crédible ou pas. Ce qui est quelque chose de très difficile à faire pour monsieur tout le monde. Ce qui est diffusé au niveau du web, on ne peut pas contrôler qu'est-ce qu'on met au niveau du web. C'est la conscience de chacun. Ce qu'on peut demander aux gens, c'est de ne pas regarder les bêtises et des choses futiles. Et quand la personne qui mettra une vidéo verra qu'elle n'a été visionnée que 2 ou 3 fois au bout d'un moment donné, elle va finir par mettre moins de bêtises sur le web. Mais aujourd'hui, le web est un ramassis d'événements. Tout le monde a un smartphone, tout le monde filme et tout le monde veut créer le buzz et créer des choses autour de ça. Alors, je rappelle encore une fois le bilan officiel à date d'aujourd'hui qui a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez aller sur le site diplomatie.ma, 5 morts, 8 blessés, 34 portés disparus. La liste officielle a été diffusée sur le site diplomatie.ma. Un numéro a été mis en place. Il va s'afficher, que vous pourrez contacter pour avoir plus d'informations. Il va s'afficher sur votre écran. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour essayer de comprendre. Merci de nous avoir apporté votre expertise. Je vous souhaite une excellente soirée sur Médien TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain.